Ah, Hollywood! Là où il y a des paillettes, là où il y a les plus belles vedettes qu'on n'oubliera jamais de tous les temps, comme Marilyn Monroe, ou encore la naissance de musique culte, Michael Jackson, des vedettes séquestrées, comme Britney Spears, des pédophiles cachés, comme Nickelodeon, ou encore des meurtres irrésolus. Sans plus tarder, je vous laisse le temps de vous installer bien confortablement, doudou sur les genoux, et lorsque vous êtes prêts, on est parti dans la vidéo. De son vrai nom, William Cunningham Dean Tanner est né le 26 avril 1872 à Carlow, en Irlande. Son père est un militaire du nom de Kearns et sa mère était une femme au foyer du nom de Jane. William avait deux frères du nom de Dennis et de Neil et une sœur du nom de Daisy. À l'adolescence, il fréquente le collège de Marlborough en Angleterre pour apprendre ainsi l'anglais, puis il se découvre une passion pour le métier d'acteur. Son père est en désaccord avec ce métier parce qu'il dit que ce métier est fait pour les hommes efféminés, pour les tapettes, pour les gays. Au cours de son adolescence, William va apprendre l'anglais, l'allemand, mais aussi l'histoire. Il va devenir quelqu'un de très cultivé. Par la suite de son intérêt face au métier d'acteur, William va être envoyé dans un ranch situé aux États-Unis pour qu'il travaille dur, pour qu'il comprenne qu'est-ce que c'est que d'être un homme. Il veut vraiment le former pour qu'il devienne le plus masculin possible et qu'il suive ses traces. Donc, son père voulait que William entre dans l'armée et devienne un militaire tout comme lui. Mais William n'est pas d'accord. Il aime le métier d'acteur, il aime les paillettes, il aime les films, il veut réaliser, il veut faire de grands projets. C'est pour ça qu'à l'âge de 18 ans, il va fuir l'Irlande pour aller s'installer aux États-Unis, soit à New York. On est alors en 1890. Il va faire quelques apparitions dans quelques petits films pour par la suite rencontrer une actrice du nom de Ethel May Hamilton qu'il épousera le 7 décembre 1901. Grâce à la richesse de sa famille, qui travaillait notamment à Wall Street, eh bien, William va ouvrir un magasin d'antiquaires. Donc, il va vendre des choses antiques, puis il va faire une quand même assez bonne fortune. Ensemble, ils vont avoir une fille du nom de Daisy, tout simplement. Et au fur et à mesure des années, la famille va être connue dans le cercle de New York, dans les grandes familles riches de New York. Et c'est à ce moment-là qu'une rumeur malsaine va se mettre à courir de bouche à oreille. Effectivement, William Cunningham aurait des aventures extra-conjugales. Donc, sa femme serait cocu. Face à cette rumeur qui fait jaser, William se sent coincé. Il est antiquaire grâce à la famille de sa femme, mais là, il y a une rumeur qui circule comme quoi qu'il est infidèle, qu'il a des aventures sans lendemain ou qu'il a des aventures qui durent quelques semaines. Alors, la chose la plus simple à faire est de disparaître. C'est le 23 mai 1908 que William Cunningham va disparaître de la vie de sa femme et de sa fille. Il y a seulement d'ailleurs 6 ans. On sait que William Cunningham avait souffert de troubles mentaux quelques années auparavant, d'aphasie. L'aphasie survenait lorsqu'il faisait des psychoses, lorsqu'il perdait tout contact avec la réalité. L'aphasie est une perte totale ou partielle du langage, où la personne atteinte cherche ses mots, ne comprend plus les mots. Elle est associée par une atteinte cérébrale, soit par l'aire de Wernicke ou encore l'aire de Broca.
L'aphasie peut être due à un traumatisme crânien, un AVC ou encore une encéphalite, mais dans la plupart des cas, on parle de traumatisme crânien. Et dans son cas à lui, ce qui serait vraiment plus plausible, ce serait qu'il aurait eu peut-être un traumatisme crânien à l'enfance qui n'a pas été détecté. Comme je vous l'ai dit dans une des vidéos précédentes, souvent ça va arriver qu'on a des petits traumatismes parce qu'on tombe sur la tête, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'hémorragie interne, on ne perd pas connaissance, on n'a pas d'Alzheimer subite, de perte de mémoire, on n'a pas grand-chose. Et comme vous le savez, mais dans la plupart des cas de tueurs en série, il y en a beaucoup qui ont eu des traumatismes crâniens, qui sont tombés sur la tête étant enfants, mais ça n'a pas fait en sorte qu'ils deviennent handicapés ou encore avec des problèmes sévères. Donc, dans le cas de William, ce serait très approprié de parler de traumatisme crânien à l'enfance qui n'a pas été détecté. Ce qui est étrange dans toute cette histoire, c'est que un de ses frères, donc Dennis, qui lui aussi était venu vivre aux États-Unis pour fuir leur père en Irlande, a aussi également disparu subitement, délaissant sa femme et ses 2 enfants en 1912. Et on n'en a plus jamais entendu parler. Effectivement que c'est très étrange que 2 frères disparaissent comme ça, sans laisser de traces, sans de notes, sans rien pour pouvoir les retrouver. Mais on a peu d'informations sur la disparition de Dennis. On ne sait pas si lui aussi souffrait d'aphasie ou de troubles mentaux. Ça n'a jamais été mentionné. Par contre, pour William, ça a été mentionné qu'il souffrait de troubles mentaux depuis déjà plusieurs années. Entre-temps, William Cunningham va changer son nom pour William Desmond Taylor et il va se rendre à Hollywood, là où il y a des paillettes, des chanteurs, des acteurs, on n'oubliera jamais. Et il veut vraiment se créer une place parmi la jet set, parmi les gens les plus connus, les plus riches. Il veut devenir acteur et il veut aussi peut-être même devenir réalisateur. Il va faire beaucoup de films d'apparition minimes auprès de Margaret Gibson, alors que c'était des films muets à l'époque. Margaret Gibson était une actrice très connue, très populaire et très en demande. En 1914, il va tourner son premier film en tant que réalisateur qui s'appelle The Awakening. Il va réaliser pas moins de 50 films dans ces années-là, mais au courant de toute sa carrière environ, il va réaliser pas moins de 60 films. C'est en juillet 1918 qu'il décide de s'enrôler dans l'armée alors qu'il a 46 ans. Subitement, il change encore de décision et il s'en va dans l'armée. Donc là, on recule encore quelques années pour faire un bref topo. Au début de son enfance, il veut devenir acteur. Son père lui dit « deviens militaire ». Il ne veut pas, donc il fuit. Il devient acteur un peu, ensuite il délaisse le métier d'acteur, il devient antiquaire, puis il délaisse antiquaire pour revenir au métier d'acteur, par la suite réalisateur, et là, il devient militaire. Donc on voit qu'il y a beaucoup de changements de carrière dans son affaire, dans son histoire, dans sa vie. Le 15 janvier 1919, c'est là qu'il est promu lieutenant de son équipe de soldats. Et là, après quelques années, il obtient la permission de quitter l'armée. Donc, il va revenir à Los Angeles pour recommencer le métier d'acteur et de réalisateur encore une fois. Il va même devenir président de la Motion Picture Directors Association. C'est pendant le tournage du film The Awakening en 1914 qu'il a rencontré l'actrice Neva Gerber qui était mariée et ils ont entretenu une relation extra-conjugale ensemble. Neva avait même pensé à quitter son mari pour lui, mais finalement la relation ne durera pas. En même temps, il obtient le divorce avec son ancienne femme. Puis quelques années plus tard, l'ex-femme de William ainsi que Daisy, leur fille, se rendent au cinéma pour écouter un film. Puis pendant le film, l'ex-femme se tourne vers sa jeune fille, Daisy, et lui dit « Regarde, c'est ton père ». À partir de ce moment-là, Daisy va vraiment faire des recherches pour pouvoir écrire à son père. Elle va le contacter via le studio de production. Puis, ils vont entretenir une fois de temps en temps des lettres qu'ils vont s'échanger. C'est au
soir du 1er février 1922 que Mabel Norman, une amie proche ou maîtresse de William, se rend à son domicile, soit un bungalow. Elle veut aller chercher des livres, donc elle va arriver en face du domicile, elle va venir frapper à la porte et William va lui donner les livres. Ensuite, il va aller la reconduire jusqu'à sa voiture. Ils vont parler environ 45 minutes de temps ensemble. Et à 19h45, elle va entrer dans sa voiture, puis la voiture va démarrer et elle va s'en aller. Elle voit William alors rentrer chez lui tout à fait normalement. C'est vers 20h, soit 15 minutes après le départ de Mabel, que des voisins, soit Faye et Douglas, ils vont entendre un bruit étrange qui provient de l'extérieur de leur maison. Ça a l'air d'être le bruit d'une voiture qui grince ou qui est brisée. Faye va décider de se rendre à sa porte principale, de l'ouvrir pour voir ce qui se passe. Elle va regarder autour d'elle, puis son regard va s'arrêter sur le bungalow de William Desmond Taylor. Puis, à ce moment-là, elle va voir une silhouette, un homme ou une femme, qui est dans le cadre de porte, qui dit « bye » et qui ferme la porte et qui descend les escaliers. Son regard va croiser celui de Faye et il va partir en voiture. La personne ne semblait pas stressée, semblait très relaxe, très détendue, comme si il se passait rien. Comme si cette personne-là n'avait pas entendu de bruit bizarre provenant de l'extérieur. Faye va dire, bon, ça doit être une voiture qui passait, qui faisait un bruit bizarre. Elle va rentrer chez elle et elle va continuer sa vie comme si rien n'était. La soirée va passer, la nuit va passer. Et à ce moment-là, personne ne se doute que William Desmond Taylor est en train de mourir dans son propre bain de sang. C'est le lendemain matin à 7h30 environ, le 2 février 1922, que le valet, l'employé de William, se rend au bungalow de William pour travailler. C'était son employé, il rentre travailler. Cet employé s'appelle Henry Peavy et ça fait déjà quelques temps qu'il travaille pour William, donc il a accès à sa vie privée, à son intimité, il a les clés. Et lorsqu'il entre dans la maison, il remarque que toutes les lumières sont allumées. Pourquoi? D'habitude, William fermait les lumières avant d'aller au lit, il barrait ses portes, il faisait vraiment très attention. Mais ce matin-là, vers 7h30, lorsqu'il est arrivé, toutes les lumières étaient allumées, comme si William était déjà réveillé. Alors que William aimait bien faire la grasse matinée. Et là, en faisant les pas dans la maison, Henry va remarquer que William Desmond Taylor, son employeur, est couché sur le dos dans la salle de séjour. Il ne bouge pas. Henry va immédiatement aller vers son employeur et va remarquer que celui-ci est décédé. Il n'a aucun pouls. Immédiatement, il va se rendre à l'extérieur et il va crier que William est décédé. Des voisins vont se rendre sur les lieux et la scène de crime va vraiment être détruite par toutes ces personnes qui sont entrées dans la maison pour constater effectivement le décès du grand réalisateur William. Au même moment, les studios Paramount Pictures, où William avait signé un contrat, se rendent également parce qu'ils ont été avertis du décès de William par Mabel, donc l'amie qui était venue la veille, qui elle aussi est revenue sur les lieux pour constater. Et là, il y a beaucoup de témoins qui vont remarquer que les gens du studio Paramount Pictures vont faire le ménage. Ils vont prendre des choses dans la maison, puis par la suite, ils vont partir. Depuis quand un employeur vient faire le ménage chez toi après ton décès, pendant que tu es encore dans la maison? Qui fait ça? En fait, ce qui arrive, c'est qu'au même moment de la mort de William Desmond Taylor, les studios Paramount Pictures étaient un peu dans le beau drap. Oui, effectivement, il y avait eu des accusations concernant un des acteurs du studio pour viol. Il faut savoir que les studios Paramount Pictures ou n'importe quel studio d'acteurs et de réalisateurs aux États-Unis, leur image est très importante. Même pour une entreprise locale, l'image est très importante. On peut aussi parler en ce moment de ce qui se passe. Johnny Depp qui a été renvoyé des films Pirates des Caraïbes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des accusations d'Amber contre Johnny Depp pour violence domestique. Les studios veulent se protéger, qu'il y ait preuve ou pas de preuve.
Et c'est exactement la même chose qui est arrivée à cette époque avec William. Donc, il y avait déjà des accusations de viol par un de leurs acteurs, donc un de leurs employés. Et là, ils apprennent que William a été assassiné. Donc là, ils se rendent chez William, ils font le ménage, ils prennent des choses, peut-être même des preuves, qui sait. Au moment de la mort de William, il y a une rumeur qui va commencer à circuler, comme quoi que c'était un dealer de drogue, entre-temps, dans ses hobbies, et qui donnait beaucoup de cocaïne à Mabel. Mabel était une actrice très populaire et très en demande aussi, qui était malheureusement accro à la drogue, notamment à la cocaïne. Et c'est pour cette raison que Mabel venait sans doute souvent chez William, à ce que disait la rumeur. Donc c'était pour des ventes de drogue, des deals de drogue, et etc. Par contre, il n'y a pas de rumeur comme quoi William en prenait, seulement qu'il en vendait. Pourtant, William était décrit comme quelqu'un anti-drogue, quelqu'un qui détestait la drogue et qui aurait fait n'importe quoi justement pour sauver quelqu'un de l'enfer de la drogue. Et il y a une autre rumeur en même temps qui va commencer, comme quoi que Mabel serait un jour venue vers William pour lui demander de l'aide, pour l'aider à contrer son addiction à la drogue. William aurait effectivement immédiatement accepté, puis une relation amicale ou peu importe, serait né entre ces deux-là. Donc là, on a soit le William anti-drogue ou soit le William dealer de drogue dans ses hobbies. Une foule va se former immédiatement autour du bungalow de William parce que c'est un homme très connu, il est mort, qu'est-ce qui se passe? Puis les policiers, les enquêteurs vont arriver, les ambulanciers vont arriver également sur les lieux. Lorsqu'ils arrivent, c'est vraiment très très malheureux parce que la scène de crime a été détruite complètement. Il y a des empreintes digitales partout de plein de gens. Il y a des gens qui disent que oui, les studios Paramount Pictures sont venus prendre des choses. Donc là, il manque des preuves. L'enquête, on sait qu'elle va être dégueulasse. Entre-temps, il y a un homme qui sort de la foule et qui dit « Oui, moi je suis médecin ». Il entre dans la maison et dit que William est décédé de nécrose de l'estomac. Puis ressort de la maison et s'en va. On n'a plus jamais eu de nouvelles de cet homme, on ne sait pas c'est qui, parce qu'il n'y a aucun interrogatoire qui a été fait avec lui. Peut-être que c'était le tueur, on ne sait jamais. Le médecin légiste va également arriver sur les lieux du crime et va analyser le cadavre superficiellement. Il va décider de le retourner et c'est à ce moment-là qu'il va voir qu'il y a une balle de calibre 38 très rare dans son dos. Et en fait, William serait mort de ça. Étonnamment, par contre, il n'y a pas beaucoup de sang sur la scène de crime, pas comme si on reçoit une balle normalement, on va perdre du sang. Mais William en a pas perdu énormément. Et les enquêteurs vont également éliminer la thèse du cambriolage qui a mal tourné, tout simplement parce qu'ils vont trouver beaucoup de choses de valeur dans la maison, notamment un cure-dent en ivoire, une bague avec un diamant 2 carats retrouvé sur le doigt de William. Ils vont aussi retrouver 78 $ dans ses poches. Ils vont retrouver une montre Gousset Waltman, qui vaut aujourd'hui environ entre 1000 et 2000 $. J'ai fait mes petites recherches. Donc, ça prouve que la personne qui a tué William, c'était personnel et non pour un cambriolage qui a mal tourné. Les funérailles de William Desmond Taylor ont eu lieu à la cathédrale Saint-Paul, située à Los Angeles. Et beaucoup de gens du milieu étaient là. Les studios Paramount Pictures, d'autres amis réalisateurs, beaucoup d'acteurs, des amis proches, des connaissances, des voisins. Vraiment, c'était des funérailles ouvertes. Il y avait beaucoup de gens et les enquêteurs vont se déguiser et ils vont aller aux funérailles pour voir si quelqu'un aurait été suspect. Pendant les funérailles, 2 personnes vont être suspectes. La première personne, c'est Henry Peavy, donc l'employé de William, et son ancien valet, Edward Sand. Edward Sand a été mentionné plusieurs fois lors des funérailles et c'est pourquoi il va être un des principaux suspects dans l'enquête. Parlons un peu des suspects. On va commencer par parler de Henry Peavy. Henry Peavy était un Afro-Américain qui a remplacé Edward Sand après que William Desmond Taylor l'a renvoyé ou... Bon, bref, Edwards a juste disparu de la map, puis c'est Henry qui l'a remplacé.
Il faut savoir que Henry avait accès à son intimité, à sa maison au complet. Il possédait les clés de la maison, les clés de la voiture, c'était son valet, c'était un peu comme une gouvernante, quelqu'un qui s'occupait de la maison et des affaires de William. Quelques jours auparavant, donc avant le meurtre, Henry Peavy a été arrêté pour exhibitionniste dans un parc alors qu'il y avait beaucoup d'enfants qui s'y trouvaient. Henry a été emmené au poste de police et Henry a contacté William pour qu'il paie sa caution pour qu'il puisse sortir. William a alors payé sa caution et il s'est porté volontaire pour assister au procès en faveur de Henry. Alors là, oui, effectivement, ça peut être un bon suspect. Il travaillait pour lui, il y avait les clés, il avait accès à tous ses documents, ses chèques de paye, bon, tout ça. Le problème, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans, c'est le fait que Henry n'avait pas encore passé en cours. Et William s'était porté volontaire pour être en la faveur de Henry. Mais William était décédé avant que Henry passe en cours. Donc, ça aurait été très illogique que Henry assassine son patron avant même qu'il passe en cours pour que son patron soit en sa faveur. Ça l'aurait aidé à le libérer et il n'y aurait pas eu à faire de prison. Or, William est décédé avant. Donc, ça aurait été très illogique que Henry l'assassine. Donc, pour moi, c'est pas vraiment le suspect idéal, si on veut. C'est assez spécial. Edward Sands était l'ancien valet de William qui, justement, avait un casier judiciaire pour désertion de l'armée, pour fraude, falsification de chèques. À l'été 1921, Taylor s'était rendu en Europe pendant plusieurs semaines et avait laissé la garde de sa maison à Edwards. Pendant ce temps, Edwards en avait profité pour voler beaucoup d'objets de valeur, pour voler des chèques qu'il aurait falsifiés au nom de William et ainsi pour y voler sa voiture. Lorsque Taylor était revenu, il a remarqué que tout avait été volé. Il a porté plainte au poste de police. Une enquête a débuté pour essayer de retrouver Edwards. Il n'a jamais été retrouvé. Quelques mois plus tard, lorsque William revient à son domicile, la fenêtre de sa maison, elle est ouverte et cassée. Et encore une fois, beaucoup de choses ont été volées. Effectivement, Edwards a le potentiel d'être le suspect idéal. Il a volé beaucoup de choses, mais moi je me dis, il aurait juste pu voler les choses et partir. Il avait déjà volé beaucoup de choses de valeur, des bijoux, la voiture. On sait qu'il a revendu certains objets de valeur parce qu'à cette époque-là, souvent, c'est comme les personnes riches, bien ils mettaient leur gravure sur les bagues et au moment où est-ce qu'on revend une bague ou un bijou, ben la personne qui va l'acheter, le bijoutier, ne remarque pas nécessairement là, la signature là, du vrai propriétaire. Donc, oui, c'est un bon suspect, mais encore là, pourquoi il aurait assassiné son patron comme quelques années après? Ça n'a pas vraiment de bon sens. Mabel Norman, elle aussi, pourrait être, selon la police, une bonne suspecte parce qu'elle fut la dernière personne à avoir vu William en vie, notamment, et qu'il y avait de graves problèmes de consommation. Peut-être que, selon les policiers, peut-être que Mabel avait emprunté de la cocaïne à William, mais qu'elle n'avait pas les moyens de le rembourser. Que William insistait énormément pour qu'elle rembourse cette drogue, et au lieu de rembourser, elle a décidé de le tuer ou encore de le faire tuer. Une autre théorie aussi, Mabel achetait aussi de la drogue, de la cocaïne de d'autres dealers, et peut-être même qu'avec ces dealers-là, elle leur devait de l'argent, elle n'avait pas les moyens de payer, et entre-temps, les dealers ont su qu'elle faisait aussi affaire avec William, puis ce seraient les dealers qui seraient venus assassiner William parce qu'il y aurait eu une genre de compétition entre les deux, puisque Mabel était une grande consommatrice de cocaïne. Donc, c'est un peu tiré par les cheveux, quand même, assassiner un réalisateur très connu pour quelques centaines de dollars de cocaïne, je ne sais pas. T'sais, les dealers auraient tout simplement pu aller voir William, lui dire « Écoutez, vous m'avez volé la cliente, donnez-moi tant. » William aurait sûrement fait « OK » pour pas être tué, pour pas avoir de problème, puis il aurait payé tout simplement. Donc, c'est un... Ouais, quand même. Mais là, plus on va avancer dans les suspects et plus il y a quelques personnes qui vont devenir bizarres. Nous avons les suspectes Charlotte Shelby ainsi que Mary Miles Minter.
qui étaient mère et fille. Donc Charlotte est la mère et Mary est la fille. Mary Miles Minter était une actrice très connue, très populaire et très en demande. Notamment parce que lorsque Mary était jeune, c'est Charlotte, sa mère, qui l'a forcée à devenir actrice. Pour la gloire, pour l'argent, pour être reconnue, pour être connue partout dans le monde. Mary ne voulait pas nécessairement devenir actrice, c'est vraiment sa mère qui l'a forcée à participer à des castings, des entrevues, à faire des photos, à faire des films. Et voilà pourquoi Charlotte et Mary sont devenues très populaires au sein de Hollywood et de toutes ces paillettes et de toutes ces personnes connues. Mary va être interrogée et quelques années plus tard. Et elle va dire que lors de la mort de William, cette journée-là, elle a vu Charlotte, sa mère, qui au passage était très contrôlante, manipulatrice, avare d'argent, avare de gloire, avare tout simplement de tout. Elle aurait vu sa mère prendre quelque chose dans le sous-sol, quitter la maison en soirée, puis revenir quelques heures plus tard avec une arme dans les mains qu'elle serait allée déposer dans le sous-sol. Donc, on peut peut-être voir que ce que Mary a vu quand Charlotte est ressortie du sous-sol pour partir, c'était sans doute l'arme qu'elle a cachée. Étonnamment, l'arme était de calibre 38 très rare, ce qui concorde avec la balle qui a été retrouvée dans le corps de William. Par contre, lorsque Mary va faire cette interview, Charlotte va décider de déménager à l'étranger pendant plusieurs années. Pourquoi? On ne sait pas, mais c'est très étrange, selon moi. En fait, ce qui arrivait, c'est que Mary avait commencé sa carrière d'actrice en jouant pour la première fois dans les films de William Desmond Taylor. Mary était immédiatement tombée amoureuse de William. C'était un homme d'âge mûr. Il était riche, il était populaire, il était connu, il faisait de bons films, il était reconnu dans le monde hollywoodien. Et elle n'avait que 17 ans à l'époque. Elle était tombée carrément amoureuse de cet homme et elle le disait, et jusqu'à sa mort, elle va le dire, William Desmond Taylor était l'homme de sa vie. Et là, lorsque Charlotte, sa mère, va découvrir que Mary est amoureuse de William, elle va tout faire en son pouvoir pour que Mary soit le plus loin possible de William. Parce qu'elle disait que si Mary avait un copain ou des relations, cela entraverait son métier d'actrice et qu'elle ferait de moins bonnes performances ou encore qu'elle ferait moins de films, qu'elle finirait par se marier, tomber enceinte, puis devenir femme au foyer. Donc, elle ne ferait plus d'argent et Charlotte ne pourrait plus profiter de cet argent. Par la suite, Charlotte va vraiment continuer d'être très possessive envers sa fille. Elle aimait énormément sa fille, mais elle le démontrait d'une façon très étrange, notamment en contrôlant toutes les sphères de sa vie. Puis au fur et à mesure que Mary va faire partie des films de William, eh bien, une genre de relation va s'installer entre parenthèses. C'est une relation amicale, il n'y a pas de relation sexuelle ou quoi d'autre. Enfin, ça a été démenti par William avant sa mort, mais aussi par Mary après sa mort de William. Mais là, la journée du 2 février, lorsque les enquêteurs vont faire une perquisition dans le bungalow de William, ils vont découvrir une chemise avec les inscriptions MMM. Mary Miles Minter. Ils vont demander à Mary Miles Minter pourquoi sa chemise était là et elle ne saura jamais répondre à cette question. Alors, selon moi, les principales suspectes seraient effectivement Charlotte et Mary, mère et fille. Pourquoi? Tout simplement parce que, d'un côté, Charlotte ne voulait pas que sa fille ait aucune relation sexuelle ou amoureuse pour ne pas entraver à sa carrière. Sûrement qu'elle a fini par savoir que Mary entretenait une relation intime en cachette avec William. Sa fille était mineure à l'époque. Donc, elle aurait très bien pu péter un plomb, se rendre à la maison de William, lui tirer dans le dos alors qu'il n'était pas au courant, qu'il n'était pas seul chez lui, retourner chez elle, cacher l'arme et, ni vu ni connu, passer discrètement. Ça aurait pu aussi être Mary
Tout simplement parce que William avait dit à tout le monde, et même ses amis les plus proches, qu'il ne voulait pas avoir de relation avec Mary. Elle était trop jeune et il était en âge d'être son père. Il ne voyait en elle qu'une amie, qu'une relation basique, tout à fait normale. Peut-être que Mary ne l'a pas pris ça. Peut-être qu'elle était en désaccord avec ce que William proposait comme relation. Elle aurait peut-être même pu elle-même se rendre chez William, entrer par effraction chez lui, lui tirer une balle dans le dos et revenir. Ensuite, faire passer ça sur le dos de sa mère, qui au passage est partie vivre à l'étranger pendant plusieurs années. Ça aurait pu aussi être un complot entre mère et fille. Peut-être que Mary a monté la tête à Charlotte, peut-être en inventant des choses, et que c'est Charlotte qui a fait le sale boulot. Par la suite, on sait que Mary n'a plus vraiment fait de film. Après la mort de William, elle disait encore que William était l'homme de sa vie, qu'il lui manquait et tout. Elle a eu beaucoup d'offres pour participer à des films qu'elle a toutes refusées. Par la suite, elle s'est acheté une maison dans une forêt et elle est morte seule là, vraiment toute seule, en solitaire, et elle n'a plus jamais refait parler d'elle. Alors voilà, c'était l'histoire de William Desmond Taylor. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Qui, selon vous, est le principal suspect, serait le meilleur suspect? Si vous ne connaissez pas cette histoire, dites-le en commentaire. Si vous la connaissiez, dites-le aussi également en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour manquer aucune de mes vidéos. Vous pouvez aussi me joindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou encore TikTok. Vous pouvez m'écrire en message privé, ça va me faire plaisir. Si vous voulez également raconter votre histoire en tant que victime d'actes criminels, n'hésitez pas. J'ai l'intention de recommencer à faire ces mini-vidéos pour partager votre histoire parce que tout le monde a une histoire à raconter. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et d'ici notre prochaine vidéo, bonne semaine et gros bisous à vous. Ciao, ciao!